Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 20 juillet 2023, dont voici les grands titres. La Tanzanie menace de refouler tous les réfugiés burundais se trouvant sur son territoire. Vous aurez les précisions dans cette édition. Clôture ce jeudi de la 23e conférence internationale des femmes, Women Deliver, qui s'est tenue à Kigali au Rwanda du 17 au 20 juillet. Les participants dont le mouvement Inamahoro indiquent qu'ils ont beaucoup gagné de cette conférence. Dans cette édition, nous parlons également de 3 personnes d'une même famille de la colline Murama en commune de Busiga qui sont emprisonnées arbitrairement dans la prison centrale d'Ongozi depuis 2 mois. Voilà pour les titres. Je vous le disais en titre, la conférence internationale des femmes Women Deliver qui s'est tenue à Kigali au Rwanda du 17 au 20 juillet 2023 a été une opportunité pour les participants, y compris le mouvement Inamahoro, d'échanger leurs expériences et de partager leurs défis et voir ensemble comment agir pour amener le monde à se ressaisir et traduire en action les engagements continuellement pris en vue de garantir l'égalité hommes et femmes, garçons et filles dans tous les domaines. Écoutez plutôt Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. La conférence Women Deliver 2023 se tient pour la toute première fois en Afrique, ici à Kigali, Rwanda, depuis le 17 juillet. Elle se termine aujourd'hui. Des participants de 169 pays du monde se retrouvent dans ces assises pour débattre des questions relatives à l'égalité de genre dans toutes les sphères et les domaines d'intérêt. Des femmes et des filles de tous âges, toutes catégories et toutes professions se retrouvent pour harmoniser leurs vues, échanger leurs expériences, partager leurs défis et voir ensemble comment agir pour amener le monde à se ressaisir et traduire en action des engagements continuellement pris au niveau national, régional et international en vue de garantir l'égalité hommes et femmes, garçons et filles dans tous les domaines. C'est un honneur et une grande opportunité pour le mouvement Inamahoro d'être représenté dans cette importante réunion. C'était une excellente occasion de participer aux discussions, de partager notre expérience et nos défis, d'apprendre des autres qui traversent les mêmes défis que nous ou qui sont passés par un chemin similaire et s'en sont sortis. C'était aussi l'occasion de savoir que ce que nous vivons n'est pas particulier à nous. Beaucoup d'autres avant nous sont passés par là. Cela nous encourage à persévérer dans notre lutte pour la paix et la sécurité, le respect des droits des femmes à tous égards. Marie-Louise Barichako fait également savoir que cette conférence a été pour les participants une occasion de voir ensemble toutes les lois et les résolutions prises depuis des décennies sans pouvoir faire avancer véritablement la promotion du genre et l'égale et participation des femmes dans les instances de prise de décision. Écoutez encore une fois Marie-Louise Barichako. La conférence nous a aussi permis de regarder ensemble toutes les lois, les réglementations, les décisions et les résolutions prises depuis des décennies sans pouvoir faire avancer véritablement la promotion du genre et l'égale participation des femmes aux instances décisionnelles et au processus de paix ou de direction en général. La conclusion est unanime. Il nous faut encore une plus grande volonté politique pour briser le patriarcat et passer aux actions de changement convenues. Les femmes et les filles constituent plus de 50% de la population dans tous les pays du monde. Il est donc impossible d'exclure une telle proportion de la population et d'espérer servir le peuple. En outre, elles sont les plus proches des populations, que ce soit dans les familles ou pour des actions humanitaires en temps de crise, ainsi que dans d'autres domaines, de telle sorte que vouloir résoudre les problèmes qui se posent sans associer les acteurs directs sur le terrain, on finit par adopter des solutions inadaptées
qui ne sont pas efficaces. Une conférence comme Women Deliver sert alors à amplifier la voix des femmes, à bâtir et consolider leur solidarité pour pouvoir, en tant que femmes du monde, harmoniser leur message et poursuivre la marche vers l'égalité. Vous saurez que la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a participé à cette conférence internationale des femmes, Women Deliver, qui s'est tenue à Kigali au Rwanda. Parlons droit de l'homme à présent. Les habitants de la colline Murama, en commune Busiga de la province d'Ongozi, dénoncent l'injustice dont sont victimes 3 personnes d'une même famille détenues arbitrairement à la prison centrale d'Ongozi depuis 2 mois. Les 3 personnes ont été arrêtées par des Imbonerakure accusées d'avoir vendu le haricot au Rwanda voisin. Une accusation que les voisins des 3 personnes détenues qualifient de pire montage. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Ils sont tous les habitants de la colline Murama en commune Busiga de la province d'Ongozi et sont issus d'une même famille. Ils ont été arrêtés par des Imbonerakure au mois de mai. Des voisins de ces 3 individus qui qualifient leur arrestation d'arbitraire indiquent que les accusations leur imputées étaient incorrectes. 2 parmi les 3, à savoir Jean Nzisawira et son beau-frère Pascal Miburo, s'étaient rendus dans leur champ, se trouvant dans les marais de la vallée de la Kanyaru. Les Imbonerakure sont venus au ménage de Jean Nzisawira dans l'après-midi alors qu'il était chez lui. Ils lui ont demandé où il avait passé sa journée et il leur a répondu qu'il était dans les champs avec son beau-frère. Ils ont procédé par la suite à leur arrestation et ont également arrêté le frère de Jean Nzisawira. Ce dernier d'ailleurs avait passé toute la journée à la maison. Tous ont été accusés d'être partis au Rwanda pour y vendre le haricot. Après leur arrestation, leur transfert du cachot communal vers la prison centrale d'Ongozi a été vite décidé, indiquent toujours les voisins. Ces derniers révèlent également que depuis leur arrivée à la prison centrale d'Ongozi, ils n'ont jamais été présentés devant un juge. Il nous est difficile de comprendre que des Imbonerakure puissent arrêter des individus qui étaient d'ailleurs innocents et les faire emprisonner pendant tout ce temps. Nous, les voisins, sommes attristés par l'emprisonnement de ces gens et aussi ils n'ont pas encore été entendus par le parquet. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons à la justice de faire son travail afin que ces gens retrouvent leur liberté. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre par téléphone l'administration communale de Busiga ainsi que les représentants de la justice en province d'Ongozi pour recueillir leurs accusations sur ce dossier. Merci à toi Marie-Ange Irakoze. Toujours au chapitre droits de l'homme, revêtir de stock de farine à pâte depuis des semaines dans différentes maisons carcérales. Selon les informations recueillies par la RPA, dans les prisons de Ruyigi, Rumonge, Muramvya, Bujumbura, Meri, Gitega et Ngozi, les détenus viennent de passer entre 2 semaines et 1 mois à recevoir uniquement du haricot. Plus de détails avec Emile Nibasumba. Dans la prison de Gitega, notre source indique que les détenus n'ont pas de farine de maïs depuis 3 semaines. La même source rapporte que cette farine de maïs a disparu depuis que le haricot est devenu disponible. Dans cette prison, les détenus qui n'ont pas de proches pour les ravitailler sont gravement menacés par la faim. Ils ne peuvent pas toujours quémander auprès de leurs codétenus. Actuellement, certains détenus tombent en syncope à cause de la faim. Dans la prison de Muramvya, les détenus indiquent qu'ils viennent de passer 1 mois sans farine de maïs. Notre source dans cette maison carcérale fait savoir que si le gouvernement ne réagit pas à cette situation, certains détenus pourraient mourir de faim. La même source révèle que ce mercredi soir, certains détenus se sont évanouis et ont même manqué de force pour quitter le terrain et aller dans les dortoirs. Ils ont été sauvés par la bouillie leur donnée par un codétenu. Dans la prison de Bubanza, nos sources font savoir qu'ils n'ont pas de farine de maïs depuis 5 jours. Les détenus de toutes ces prisons demandent au gouvernement de songer à résoudre ce problème de manque de denrées alimentaires. Si le gouvernement n'en est pas capable, insistent les détenus, qu'ils réduisent leur effectif en libérant quelques-uns conformément à la loi. Nos sources parmi les détenus de ces prisons font savoir
qu'aucune communication ne leur a été jusque-là donnée sur la cause de cette situation. À ce propos, la RPA a tenté de joindre le directeur général des affaires pénitentiaires et le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH, mais personne n'a répondu à nos appels. Toujours au chapitre droits de l'homme, la Tanzanie annonce qu'elle pourrait passer incessamment au refoulement des réfugiés burundais qu'elle héberge. L'annonce a été faite lundi dernier par Siasa Manjenje, le représentant du gouvernement tanzanien dans le camp de Nyarugusu. Une déclaration faite devant le HCR et les organisations humanitaires venues sensibiliser au rapatriement les réfugiés burundais. Siasa Manjenje indique que la Tanzanie est au bout de patience. Pour lui, la première étape de rapatriement volontaire a duré plus de 6 ans. L'étape actuelle, qui est celle de promouvoir le rapatriement, devrait être trop courte, d'où la Tanzanie devrait passer à la vitesse supérieure, comme ça a été le cas au camp de Mutabira, a précisé Siasa Manjenje. Écoutez plutôt Siasa Manjenje, responsable du camp des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. Uraia no, resettlement no, iliyopo ni kurejea nyumbani. Na jamii ya kimataifa imelitambua hilo, imeongeza ofa wakati umefika sasa wa kurejea nyumbani. La nationalité non, le troisième pays non. Il ne reste que le choix de rentrer. Même la communauté internationale l'a compris. C'est pourquoi elle a augmenté la somme du paquet retour et d'autres aides aux rapatriés. Depuis que l'on a commencé avec le programme de rapatriement volontaire, ça fait déjà plus de 6 ans. C'est assez suffisant. On vient de passer alors à la deuxième étape, la promotion du rapatriement. Je ne sais pas combien de mois ça va durer. Mais après, c'est la troisième étape, le refoulement. C'est comme ce qui s'est passé à Mutabira. Mais nous, comme le gouvernement tanzanien, on n'aurait pas aimé qu'on en arrive là. On n'aurait pas que ce qui s'est passé à Mutabira se répète et nous espérons que ça ne va pas arriver. Nous souhaitons qu'on se limite aux 2 premières étapes, le rapatriement volontaire et la promotion au rapatriement. On ne voudrait pas passer au refoulement. Nous savons que vous aussi, vous ne souhaiteriez pas qu'on en arrive là. Alors, nous nous obligeons pas à le faire. Ile ya mwisho kabisa hatuipendi itokee. Najua hata nyinyi hamuipendi. Kwa hiyo tusifike huko. Ce représentant du gouvernement tanzanien dans le camp de Nyarugusu dire qu'il n'y aura pas de pitié ou d'exception en ce qui concerne le troisième pays pour les Burundais. Mais pour les malades qui nécessitent un transfert vers l'extérieur du pays pour sauver leur vie, les chances seront très limitées, a insisté Siasa Manjenje. Je vous prie de l'écouter encore une fois. Sisi kama serikali ambao ndio wenyeji, ndio wenye kambi, ndio tunaotawala kambi hii. Nous, comme gouvernement tanzanien, votre hôte, comme propriétaire de Soka, comme responsable de Soka, nous sommes sérieux et attentifs sur ce sujet. Si ça devienne qu'il est un réfugié qui réussisse à convaincre les organisations et qu'il parvienne à obtenir les papiers pour le troisième pays, on ne pourra pas lui permettre de franchir les périmètres du cas. Et si par hasard il parvienne à le faire, on interceptera dans la ville de Kasulu et on le fera descendre du véhicule. Et si là aussi il parvient à passer entre les mains du filet, il ne pourra pas échapper une fois à Dar es Salaam. Ici, je sais même qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui nécessitent un transfert à l'étranger pour sauver leur vie. Là, on pourra fermer les yeux, mais là aussi, ça ne sera pas aussi facile. Pour quelqu'un qui est malade, de manière qu'il pourrait être sauvé une fois à l'étranger, le gouvernement tanzanien devra d'abord se retirer de Soka. Il pourra obtenir un laissez-passer, mais là aussi, ce n'est pas totalement garanti qu'on le laisse partir. Vers la fin de l'année 2013, la Tanzanie a procédé à la fermeture et le renvoi de tous les réfugiés burundais de ce pays. Ils étaient autour de 36 000. Les forces de sécurité tanzaniennes avaient malmené les réfugiés burundais et les avaient fait subir toutes sortes d'humiliations. L'ancien vice-président burundais et président du CFOR Arusha, Frédéric Bamvuginyumvira, condamne les propos du chargé de rapatriement des réfugiés en Tanzanie. Cet officiel du HCR a déclaré que les réfugiés burundais en Tanzanie n'ont aucune autre issue que de rentrer au pays de gré ou de force. Suivez plutôt Frédéric Bamvuginyumvira. En effet, nous avons suivi le déroulement de la réunion qui a eu lieu au camp de Nduta
en Tanzanie, où sont réfugiés les Burundais. Et cette réunion regroupait ces réfugiés burundais, le représentant du HCR, celui de la Croix-Rouge, celui de l'IRC. L'objectif était de convaincre visiblement les réfugiés burundais pour qu'ils rentrent dans leur pays. Pour le représentant du HCR, pour lui, la phase de rentrée volontairement est terminée. Autrement dit, doit suivre la phase de rentrée par force. Je crois que cette phase est déjà commencée en Tanzanie, avec la destruction des biens des réfugiés, la destruction des plantations, des maisons, de petits marchés, mais également des emprisonnements ou des assassinats ou des viols, et tout cela pour que ces réfugiés puissent être forcés à rentrer. Je crois que cette phase de rentrée par force a déjà commencé. Deuxième élément, il a dit que les réfugiés burundais n'ont pas le droit d'avoir le troisième asile, que c'est uniquement les Congolais qui peuvent bénéficier du troisième asile, et même pour cela, ce n'est qu'un dixième qui devrait jouir de ce privilège. L'autre élément, c'est que le représentant de l'HCR s'immisce dans les affaires politiques. En effet, les affaires politiques sont des affaires politiques. L'HCR ne fait pas de la politique. L'HCR protège les réfugiés, et c'est sa mission. Alors maintenant, si le gouvernement du Burundi, celui de la Tanzanie se sont entendus sur le mauvais traitement qu'il faut imposer aux réfugiés burundais et envie de les forcer à rentrer, le HCR ne devrait pas rentrer dans le jeu. Et par conséquent, il ne peut pas dire que la raison qui a poussé les Burundais à quitter le pays en 2015 est terminée. Et ça, c'est l'appréciation politique de la situation. Et en conséquence, si un citoyen quitte son pays, il le fait volontairement, et pour rentrer dans son pays, et il le fait aussi volontairement. Frédéric Wambugnyumvila demande au HCR de ne pas se substituer au gouvernement tanzanien dans son programme de maltraiter les réfugiés burundais et plutôt de faire sa mission qui est celle de protéger les réfugiés sans exception aucune. Le HCR doit répondre aux obligations de la vie dans un camp. Et ce n'est pas autre chose. Et par conséquent, nous voudrions rappeler ici que la raison qui a poussé les Burundais à quitter le pays n'est pas terminée, parce que le troisième mandat, certes, n'est plus là, mais les conséquences de ces décisions malencontreuses sont toujours là. Beaucoup de personnes tuées, beaucoup d'emprisonnements, il faut les réhabiliter, beaucoup de réfugiés. Au lieu de les comprendre, on les force à rentrer. C'est incompatible avec justement cette mission du HCR. Et puis par ailleurs, le HCR devrait comprendre que l'East African Community a réagi à travers la Cour de cette communauté. Et l'arrêt de la Cour a été que le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza est passé outre la Constitution, est passé outre l'accord d'Arusha, mais également passé outre le traité qui fonde cette communauté. Aujourd'hui, cette communauté est dirigée par le président burundais. Est-ce qu'il doit faire fi de cet arrêt? Non. Je crois que quelque part, il faut que les gens soient conséquents. Donc, il faut qu'on traite toutes ces questions ensemble pour que nous décidions de quitter le pays d'asile et rentrer tranquillement. Donc, pour autant que ce n'est pas encore fait, il faut qu'ils arrêtent justement cette séquestration et accepter de discuter, rentrer tranquillement. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à ces questions. Mais sinon, je considère que notre mission aujourd'hui devrait être de savoir si le siège du HCR à Genève, à New York, est en accord avec le comportement du représentant de l'HCR en Tanzanie à travers ses propos. Je crois que c'est cela que nous devrions savoir et demander à d'autres forces de soutenir les efforts des Burundais qui sont en train d'être victimes dans ces pays comme la Tanzanie. Voilà ce que l'on peut dire par rapport aux questions soulevées. Merci. Après une petite transition, nous parlons éducation. Les enseignants doivent obtenir des explications suffisantes sur la loi qui pourrait régir leur fondation logement. C'est l'avis de la ligne Vizi, qui estime que la transformation de la fondation Frais en microfinance ne doit pas être précipitée. La question qui s'oppose, c'est la décision de la Banque centrale de ne plus accorder des crédits pour le logement, ce qui est une décision très grave, parce que quand vous refusez un crédit logement aux enseignants, ça constitue un problème, parce que ce sont ceux qui ont de l'argent qui provient de nulle part et qui vont construire, ceux qui ont du cash
alors que de tous les temps, dans tous les pays, le crédit à long terme a toujours existé en vue de développer les logements sociaux. Alors, les changements qui sont en train de s'opérer ont montré que la Fondation Logement ne peut plus fonctionner en tant qu'une organisation, une institution qui donne le crédit pour le logement seulement. Il fallait s'ajuster. Qu'il y ait nécessité de s'ajuster, c'est tout à fait normal. Par principe, l'ajustement s'impose, mais ce qui est grave, c'est que les responsables syndicaux qui ont, disons, la primeur actuellement au conseil d'administration, ils veulent embarquer les enseignants comme ils les ont embarqués en 2019. Ils ont organisé des réunions au niveau communal, mais retenez qu'une assemblée générale au niveau de la commune ne peut en aucun cas servir de cadre de compréhension, d'explication des textes juridiques qui vont avoir un impact sur la bourse des enseignants. Alors, je demanderai à la concessionnaire d'abord de ralentir le rythme. S'il y a des délais qui ont été mis en place par la Banque centrale, négocier les délais pour que les enseignants d'abord soient sensibilisés sur le contenu de la loi, qu'ils prennent connaissance de la loi, mais aussi qu'ils mettent sur la balance les avantages de passer d'une fondation logement vers une microfinance. On sait bien au Burundi que les microfinances ont par le temps été très mal gérées. Les microfinances sont tombées en faillite. Les gens ont beaucoup perdu à travers la gestion des microfinances. Et c'est pourquoi les enseignants ont peur de voir que le conseil d'administration de la Fondation Logement veut forcer d'abord l'adhésion à la microfinance, alors que les enseignants n'ont pas encore reçu d'explication. Il y en a qui disent, même les représentants syndicaux qui disent, nous n'avons jamais vu cette lettre de la Banque centrale. L'ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB demande aux autorités de cesser les intimidations. Nous venons d'entendre qu'il y a des menaces qui commencent à fuser de partout. Je donnerai conseil au conseil d'administration du Fonds Logement Enseignant de ne pas embarquer les enseignants de force dans une microfinance, qu'ils laissent les enseignants adhérer comme ils veulent. Il y en a qui vont rester, il y en a de nouveaux qui vont adhérer, il y en a qui ne vont pas adhérer. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils voudraient, mais n'ont pas bien compris. D'autres qui ne vont pas adhérer parce que tout simplement l'argent qu'ils ont, leur capital ne peut pas être augmenté. Alors l'augmentation du capital constitue alors un grand obstacle à l'adhésion et forcer les enseignants, utiliser même la force, même le chantage. Nous avons entendu qu'il y a même du chantage, des menaces et de tristes mémoires. Les mêmes menaces ont fusé en 2019 et en 2020, il y a 2 syndicalistes qui ont été emprisonnés. Alors j'en appelle au conseil d'administration de la Fondation Logement de ne pas user de la menace parce que demain, ils vont répondre. C'est une lourde responsabilité que de s'engager dans une microfinance. Ce n'est pas un entraînement comme ça de masse. Il faut alors que les gens y aillent par volonté, mais aussi, même ceux qui y vont par volonté, que les gens y aillent après avoir compris les avantages et les risques afin de prévenir les risques à temps. Elaine Ibizi a réagi aux grognes de certains enseignants qui s'insurgent contre la transformation de la Fondation pour le logement du personnel de l'enseignement frais en microfinance. Parlons économie à présent. Le problème de manque de ciment est devenu un casse-tête en mairie de Bujumbura. Les habitants qui ont actuellement besoin de ce produit dans la construction se plaignent qu'ils enregistrent d'énormes pertes. Le point avec Danny Claire, il la trouve. En mairie de Bujumbura, les habitants font savoir que le ciment est devenu très rare. Et s'il arrive que ce produit soit disponible, il est vendu à des prix exorbitants en violation des prix officiels, selon notre source. Le problème de pénurie de ciment s'est empiré. Il est devenu un produit rare et il n'a jamais été vendu conformément aux prix officiels depuis un certain temps. Cette pénurie du ciment, qui est aggravée par la spéculation des commerçants, entraîne d'énormes pertes à la population, notamment ceux qui vivent du métier de construction. C'est une grande perte pour ceux qui sont en train de construire. C'est aussi une perte pour les ingénieurs, les maçons et les aides-maçons qui vivent de ce métier de construction. S'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas non plus de travail et la vie s'arrête pour toutes ces personnes.
Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent avec insistance aux autorités du pays de se ressaisir en trouvant une solution durable à ce problème de manque de ciment qui handicape la vie des citoyens depuis plusieurs mois. Parlons environnement pour clore cette édition échec de poubelles publiques en zone Rohero, au cœur de la capitale économique du Burundi. Mise en place pour lutter contre les salubrités, la situation en est le contraire. Les détritus sont éparpillés ici et là dans cette zone, et surtout à côté même de ces poubelles publiques. Les citoyens sur place trouvent que les poubelles publiques n'est qu'un moyen inventé pour faire sortir des fonds. Le point avec Elvis Eliomongere. Des détritus ici et là dans les routes et caniveaux en commune de Rohero font partie de l'image actuelle de la mairie de Bujumbura. Toutes personnes qui consomment de l'eau ou du jus jettent des bouteilles n'importe où. C'est la même chose pour les mouchoirs avec lesquels l'on vient de se moucher. Des fois, l'on prétexte que les poubelles sont éloignées l'une de l'autre. Même là où l'on peut retrouver ces poubelles, elles sont pour la plupart débordées. De part et d'autre, ces poubelles, l'on trouve des déchets. Cette situation a été exacerbée par la destruction de ces poubelles par les enfants de la rue. Les poubelles publiques qu'on a installées ne sont en train d'aider en rien dans la ville de Bujumbura. Premièrement, elles sont d'une petite dimension. Elles ont été conçues pour de petits objets. On dirait d'ailleurs que c'est une façon de justifier des sorties d'enfants. Si tout le monde respectait les règles et jetait toute ordure dans ces poubelles, ça se remplirait dans moins d'une heure. Pire encore, les enfants de la rue ont volé certaines tôles de ces poubelles. Alors, si l'on y jette ces ordures, ça tombe directement par terre à côté. Bujumbura est devenue une poubelle, indique un des stades qui s'est confié à la RPA. Écoute, nous habitons dans une ville poubelle. Bujumbura est devenue une poubelle. On jette les ordures n'importe où. Il n'y a pas de règles. Les premières poubelles publiques dans le cadre du projet Ville propre et prospère ont été installées en commune Mukaza en novembre 2020. Elles étaient au nombre de 20 et ont coûté 12 millions de francs burundais. La deuxième installation a été effectuée à mi-juin 2021. C'était en tout 120 poubelles. Merci à toi, Elvis Eliomongere. Merci, mesdames et messieurs, de votre théorie attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.